Donc je suis né en 1925 à Paris, dans le 8e arrondissement. Pourquoi? Parce que mon père travaillait à Paris à l'époque dans une entreprise de déménagement. Et comme tout Savoyard, il était économe. Et alors il avait trouvé un job pour ma mère qui était concierge dans le bâtiment qui est en face de l'Élysée, dans la rue du Rocher. Et après, mon père a donc pris un commerce d'alimentation générale. Et en 1932, lassé par la vie de Paris qui est assez stressante, il a voulu rejoindre son pays natal, c'est-à-dire la Savoie, et en particulier Bourg-Saint-Maurice. Alors le retour s'est passé en 1932. Mon père a décidé de quitter la capitale pour les raisons que je vous ai évoquées, et c'est fatigant, et il en avait marre. Et ils ont quitté Paris, ils sont venus se fixer en Savoie. Mon père étant originaire de Versoix, qui était à l'époque une section de commune, et ma mère était nivernaise. Elle était venue un an ou deux avant que nous venions pour voir le paysage. Et là où elle est venue l'été, bien sûr, en vacances avec moi. Et elle s'est enthousiasmée pour Bourg-Saint-Maurice, qui était très ensoleillé, qui était vraiment un coin de tout repos. Mon père, qui était d'origine agricole, puisque j'avais encore des oncles à Versoix, et oncles et tantes, qui exploitaient l'exploitation agricole familiale des ancêtres. Et alors, il ne voulait pas aller aussi haut, parce que les hivers étaient beaucoup plus rigoureux, d'une part, et puis on n'a pas les mêmes moyens de déneigement. Alors pour y aller vers soi l'hiver, c'était plus difficile. Alors il a acheté une petite propriété agricole au Châtelard. J'ai été à l'école au hameau du Châtelard. Et nous avions comme institutrice la maman de Madame Poletti, notre conseillère générale, qui était au Châtelard. Et après, j'ai continué, après le certificat d'études, j'ai continué à Bourg-Saint-Maurice. Et en 1940, malheureusement, il est arrivé la guerre. Et pour l'économie française, ça a été la lethargie, quoi. Nous avions déposé les armes et on travaillait pour l'occupant. Et ici, on vivait avec l'occupation italienne, le reste de la France avec l'occupation allemande. Et entre parenthèses, vous voyez, en 1940, plutôt en 1942 et 1943, et puis jusqu'à la Libération, mon père, qui avait beaucoup souffert de la guerre de 1914-1918, il a d'ailleurs des amis bretons qu'il avait gardés, avec qui il avait entretenu des relations très longtemps après la guerre, avait abrité des résistants. Nous en citerons un au hasard, M. Maurice Herzog, habité Versoix, se cachant des Allemands à Paris, était venu se réfugier à Versoix. Beaucoup d'autres gens de la région, tels que M. Mathias Jean-Baptiste, qui est devenu après maire d'Albertville. Ici, en parenthèse, il y avait M. Favre-Joseph, qui était hôtelier, qui était à l'époque à C, et qui ensuite est devenu hôtelier à Val d'Isère. Il y avait M. Roland Bozonnet de Sainte-Foy, qui se cachait aussi pour ne pas partir au STO. Et tout pendant cette période-là, nous avons eu la satisfaction de rendre service à des gens qui étaient obligés de se cacher parce que menacés par l'armée d'occupation. Et ensuite, en 1945, dès la fin de la guerre, Bourg-Saint-Maurice a connu tout de suite une bonne expansion économique parce que la France avait besoin d'énergie, la France devait se reconstruire, l'industrie française avait besoin d'énergie, et le gouvernement de l'époque
a donc décidé de construire le barrage de Tignes, parce que les centrales nucléaires n'étaient pas encore connues et ne pouvaient pas encore venir au secours de l'économie française. Et donc, de ce fait, il y a eu la construction du barrage, le transport des matériaux, et Bourg-Saint-Maurice a eu une économie en pleine expansion qui a beaucoup rendu de service et aux commerçants, aux entreprises et aux agriculteurs. Tout le monde y a trouvé son compte. Malheureusement, comme tout dans notre bas monde, tout a un commencement et une fin. Et en 1950-52, puisque le barrage de Tignes a été inauguré en 1952 par le président de la République, Vincent Auriol, je m'en souviens encore, et donc le déclin s'est amorcé. Les grandes entreprises sont parties pour travailler ailleurs. L'économie s'en est tout de suite ressentie parce que la population, les ouvriers partaient et tout s'en ressentait, surtout le commerce. Et alors, les hommes politiques de l'époque sentaient, notamment le conseil municipal de Bourg-Saint-Maurice, sentaient que la difficulté allait s'installer parce que les jeunes étaient obligés de travailler, d'aller travailler ailleurs. Ceux qui étaient des métiers de la neige, guides et moniteurs de ski, ils allaient dans les stations qui existaient, qui n'étaient pas encore de l'importance de ce jour, mais qui existaient, telles que Courchevel. Donc en 1945, j'avais 20 ans, et il fallait songer à se lancer dans la vie. Et mon père aurait beaucoup apprécié que je continue le métier d'agriculteur. Personnellement, je ne m'en sentais pas la vocation. Pour quelle raison, je ne peux pas vous le dire. Et je suis venu travailler à Bourg comme secrétaire dans un bureau d'assurance qui appartenait à 50% à M. Colomb, qui était le créateur du portefeuille, et à M. Achille Ruaz, qui était son associé. Et après quelques temps de travail dans ce bureau, M. Ruaz m'a dit « Est-ce que tu serais intéressé pour acquérir les 50% de M. Colomb ?» Sachant que lui veut quitter la région pour des raisons qui lui sont personnelles, et il souhaiterait donc se vendre sa maison, dans laquelle le bureau existait, qui est la maison où est le café Bock actuellement, place du Monument aux Morts. Alors au rez-de-chaussée, il avait le café qui était exploité par son épouse et des employés. Et au premier étage, il avait son bureau personnel, où il continuait d'exercer un tout petit peu le métier de géomètre, mais surtout la profession d'assureur. Et alors j'ai donc j'ai acquis ces 50% de portefeuille en association avec M. Ruaz en 1946. Je suis donc devenu agent d'assurance en 1946, après avoir travaillé quelques mois avec M. Ruaz dans le bureau. Donc en 1950, je quitte le bureau de M. Colomb, place du Monument aux Morts, puisqu'il avait vendu son portefeuille d'assurance, sa maison et son café. Et le propriétaire, le nouveau propriétaire, avait besoin du local où nous avions nos bureaux. Donc nous avons loué un autre bureau dans la Grande Rue, au numéro 22, je crois, en face le commerce d'articles de sport qui était exploité par mon futur beau-père, M. Charles Pichot. Et là, j'ai connu donc en face mademoiselle Pichot de l'époque, et nous nous sommes mariés. Nous avons eu ensemble 6 enfants, c'était bien agréable pour nous. Et en 1950, on sentait déjà un ralentissement de l'économie, puisque le barrage de Tignes a été inauguré en 1952. Il y avait un certain déclin qui inquiétait tout le monde, les commerçants, les professions libérales et même les agriculteurs.
Et donc le conseil municipal cherchait ce qu'on allait bien pouvoir faire, quelle industrie pourrions-nous amener dans la vallée pour relancer l'économie. Et c'est là qu'il n'y avait pas grand-chose, parce que c'est loin, et que les industries avaient des frais de transport pour venir chez nous qui augmentaient le prix de revient de la matière finie. Donc, les jeunes s'en allaient travailler ailleurs pour gagner simplement leur vie. Et nous avions parmi les enfants du pays qui ont quitté la région, qui allaient moniteurs de ski, qui allaient guides de montagne, d'autres allaient sur Paris pour trouver un emploi. On a eu monsieur Robert Blanc, qui était un enfant d'Hauteville-Gondon, qui était un garçon dynamique et entreprenant, qui a eu l'idée de se dire, puisqu'on ne peut pas amener d'industrie dans la vallée, puis on est un peu trop excentrique, puisque il y a certainement quelque chose à faire du côté du tourisme, du côté des stations de sport d'hiver. Et comme lui était moniteur de ski à Courchevel, il a rencontré dans son environnement, je crois même qu'il a donné des leçons de ski à M. Roger Godineau, qui était un polytechnicien qui travaillait à Paris. Il l'a attiré sur les arcs, en lui disant monsieur, nous avons en haute parenthèse un très beau domaine skiable, et nous avons en particulier la commune d'Hauteville-Gondon sur lequel on pourrait construire une station de sport d'hiver. Et alors là, M. Godineau est venu faire du ski, et il a été enthousiasmé par le site des Arcs. L'idée de faire la station a germé. M. Godineau s'est engagé parce que ça lui plaisait. Et alors, le problème c'est que Hauteville-Gondon avait à peu près les 9/10 du domaine skiable, mais n'avait pas la superficie économique pour faire les emprunts qui étaient nécessaires pour construire la route d'accès, les réseaux d'eau potable et l'assainissement pour faire vivre une station. Et les Bourg-Saint-Maurice avaient un 10e à peu près. Alors 9/10, mais pas le niveau économique, le niveau financier nécessaire à la construction. Et Bourg-Saint-Maurice avait la possibilité de contracter les emprunts nécessaires économiquement, mais elle n'avait pas la majorité des terrains, puisqu'elle en avait à peu près un 10e, qui était Courbaton. Et alors, l'idée de la fusion s'est imposée. Si on faisait la fusion, on réunissait les deux éléments, et le terrain et la capacité de financement, ou alors ça n'était pas possible. De là, l'entente était très bonne entre le maire d'Hauteville-Gondon, qui était à l'époque Antoine Bimet, et le maire de Bourg-Saint-Maurice, qui était à l'époque M. Albert Martin, dont j'étais son premier adjoint. Car depuis la fin des années 1950, je travaillais donc dans les assurances à Bourg-Saint-Maurice. M. Ruaz-Achille, qui était mon associé, était aussi le maire de Bourg-Saint-Maurice. Et j'ai mesuré, par les discussions que nous pouvions avoir ensemble, le problème économique qui se posait à Bourg-Saint-Maurice, qui allait s'accentuer d'ailleurs. Et puis, dans la clientèle, je fréquentais toutes sortes de professions, depuis l'épicier du coin, en allant jusqu'à l'agriculteur, et en passant par les professions libérales. Donc je sentais qu'il y avait un souci populaire, un souci chez les gens de se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux? Et en 1959, je suis rentré dans les listes électorales, et c'est là que parce qu'il faut tenir compte qu'à l'époque, la population de Bourg-Saint-Maurice, qui n'était pas tout à fait de 2500 habitants, la population de la commune, faisait que les listes bloquées n'existaient pas.
il y avait autant de listes que les gens voulaient en constituer, et on pouvait faire du panachage comme bon semblait. Je dois vous préciser, entre parenthèses, qu'en 1945, après la fin de la guerre, il y avait moins de 20 voitures dans la commune de Bourg-Saint-Maurice. Alors vous voyez que bon, c'était peut-être l'état d'avancement de notre système à l'époque, mais il y avait le fait que la France était vraiment très diminuée économiquement. Alors en 1959, j'ai donc été élu, et j'ai été élu par les conseillers municipaux, adjoint de celui qui avait été élu maire, M. Albert Martin. J'ai donc été premier adjoint pendant 6 ans, aux côtés de M. Martin, qui a dû quitter sa fonction pour des raisons de santé. Et en 1965, j'ai pris sa succession comme maire de Bourg jusqu'en 1971. J'ai arrêté la vie politique à l'époque parce qu'avec 6 enfants à la maison et une profession comme j'avais, je ne pouvais plus continuer. Dès que j'ai été élu maire, j'ai continué d'appliquer la politique à laquelle j'avais adhéré lorsque M. Martin était maire. C'est-à-dire, on a construit le collège, le train était sur les rails, il suffisait d'aller jusqu'au bout. On a continué la construction de la station des Arcs. Alors, je vais vous citer certains détails pour vous montrer que rien n'était simple. Il y avait des gens de Bourg, très peu nombreux, qui n'étaient pas d'accord. Mais ceux qui n'étaient pas d'accord, ce n'était pas sur le principe de la station, c'était parce qu'ils ne voulaient pas que le projet aboutisse sans eux. Ils voulaient y être mêlés. Alors ça, c'est vieux comme le monde, et ça durera autant que le monde, c'est de balancer des pots de banane sous les pieds de ceux qui exercent une fonction publique. Et alors, nous avons là eu un petit problème. Je vais vous raconter une anecdote. En 1964, nous avons eu une réunion à la préfecture, sous la responsabilité du préfet, où on demandait, le maire d'Hauteville-Gondon de l'époque, M. Antoine Bimet, et M. Martin de Bourg-Saint-Maurice, demandaient de ne pas être trop strict dans les évaluations des terrains que les gens ne voulaient pas vendre à l'amiable et qui subissaient l'expropriation. Parce que nous avions eu, à cette même réunion, les maires concernés, plus moi qui étais adjoint bien sûr, mais les responsables de l'équipement, dont M. Michaud, ingénieur général. Et M. Michaud, qui avait une certaine expérience de l'édification des choses publiques, que moi je n'avais pas, lorsqu'on lui a dit « Oh, monsieur l'ingénieur général, on n'est quand même pas à quelques sommes près, ne soyez moins rigide dans les évaluations des domaines et payez un petit peu plus pour nous permettre d'acquérir tous les terrains nécessaires. » Car il faut quand même préciser que ce même ingénieur général, lorsqu'on lui a dit on peut commencer la station et puis acquérir les terrains au fur et à mesure de leur réalisation, il n'a jamais répondu pendant la réunion, et à la fin, avant que le préfet clôture la réunion, il a dit messieurs les maires, messieurs les personnes ici présentes, sachez que vous ne donnerez jamais le premier coup de pioche à la construction de la station tant que vous n'aurez pas la maîtrise foncière totale. Ne resterait-il qu'un terrain à acheter, il faut que vous l'achetiez ou l'expropriez. Alors évidemment, grosse déception des élus qui étaient là, dont M. Martin, M. Bimet et moi. Mais il n'y avait pas de remède, c'était ça ou rien. Et alors, il y avait entre parenthèses, par la suite, j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de l'inspecteur départemental des domaines, dont je me rappelle le nom parce que j'ai beaucoup estimé ce monsieur pour son intégrité. C'était M. Simon Chotan-Gilbert, qui était originaire de Gragné-sur-M. Alors la proximité d'origine
a fait d'abord que ça a créé des liens de sympathie. Et je me rappelle toujours, je dis à M. Simon Chotan, oh, écoutez, on n'est quand même pas, quand la station sera finie, qu'elle écoutait, à l'époque c'était les anciens francs bien sûr, qu'elle écoutait 1 million de plus, 1 million de moins. Il m'a dit, monsieur, nous avons des lois en France, si on commence à les abandonner, d'ailleurs moi je ne peux pas les abandonner, je suis responsable de l'État, donc je suis obligé de l'appliquer, eh bien nous allons au cas où nous n'habiliterons à rien. Alors donc, il y a des prix qui sont fixés, et nous ne pourrons, je m'engage, au nom, avec l'appui de mes supérieurs, à majorer les prix fixés de 20%. Et c'est tout ou rien. Et les prix fixés étaient compte tenu des négociations amiables qui avaient eu lieu au cours des 10 dernières années. Alors je vais vous citer des faits, et ça, je ne critique pas. J'aurais fait la même chose. Quand il y avait des successions, les gens allaient chez le notaire pour payer les droits de succession, et on est tous pareils, on a tendance à sous-estimer pour que les droits soient moins élevés. Quand il y avait des transactions, je ne veux pas vous donner le nom parce que la personne est toujours en vie, avait acheté un terrain là-haut qu'elle avait payé, un terrain, une maison, un chalet, surtout le chalet qui l'intéressait pour les vacances. La personne en voulait à l'époque 900 000 francs, ancien bien sûr. Et il dit, ben d'accord, allez, on traite 900 000, mais on ne va pas déclarer 900 000 chez le notaire, on va déclarer moins, ça me fera moins de droits à payer, moins de droits d'enregistrement. Donc ils sont allés chez le notaire, et je peux vous donner les chiffres précis, au lieu de déclarer 900 000, ils ont déclaré 5 000. Alors évidemment, les droits d'enregistrement étaient moins élevés, mais les domaines et les transactions ou les successions, les papiers ne sont pas mis à la poubelle, ils sont classés. Et les inspecteurs des domaines avaient comme fonction de retirer l'estimation personnelle des gens pour des successions ou des transactions, et on prenait leur propre valeur, ce qu'ils avaient déclaré eux-mêmes, majoré de 20%. Alors évidemment, Alors il faut quand même tenir compte, il y avait 300 acquisitions, enfin un peu plus de 300, 310 ou 315, mais enfin, disons 300 pour arrondir. Il y avait 300 acquisitions à faire de terrain, et environ 150 propriétaires ont vendu à l'amiable, au prix offert par les domaines. Et il y en avait 150 autres qui n'étaient pas d'accord au prix des domaines. Alors évidemment, il y avait, dans la question des désaccords, dans la quantité des 150 propriétaires, il y avait ceux qui estimaient que c'était un peu sous-payé. Mon Dieu, je les comprends, mais l'origine des raisons leur incombait quand même. Hein. Mais enfin, j'aurais certainement fait la même chose, c'est pas une critique. Et dans les 150, il y en a une partie qui, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, voulait embêter le conseil municipal. Ils nous embêtent, et s'ils démissionnent, on prendra leur place. Alors voilà, il y avait vraiment un brouhaha qui était compliqué pour les 150 acquisitions sur les 300. Car l'administration était formelle, problème foncier entièrement réglé. Sans cela, rien. On rejoint ce que nous disions tout à l'heure, la bêtise humaine. Michaud nous avait dit, l'ingénieur qui était à l'époque ingénieur général des ponts, c'est-à-dire qu'il y avait l'ingénieur départemental qui s'appelait M. Cabot, et puis l'ingénieur général qui s'appelait M. Michaud. Et M. Michaud nous avait dit ça parce qu'il avait de l'expérience. Et à l'époque, quand on est revenu de cette réunion de Chambéry, on était exaspérés en disant « Mon Dieu, qu'il est pénible ce monsieur ». On était au point de demander sa mutation. À l'époque, nous avions M. Fontanet qui était ministre, et avec qui on avait les meilleures relations, Bimet et moi. Donc, on était prêt à dire mais il avait raison. Avec le recul du temps, il avait raison. Oui, il faut quand même tenir compte que dans la montagne,
tout n'est pas public, tout n'est pas communal, tout n'est pas... il y a du privé, et il y a des gens qui ont des parcelles. Et le droit de propriété est tel en France que lorsque vous êtes propriétaire d'une parcelle, on ne peut pas en prendre des servitudes, créer des servitudes sans l'accord du propriétaire. Et là, il y a eu ce problème à résoudre, et c'est pas simple. Parce que on s'est rendu compte après que c'est M. Michaud qui avait raison, parce que je connais des cas actuellement, dans des secteurs comme la Plagne, où des projets assez importants ne se réalisent pas parce qu'il n'y a pas l'adhésion des gens. Et il y a des différentes raisons, soit parce que le propriétaire du terrain n'est pas en bon terme avec les gens de la municipalité, ou parce qu'il a des projets personnels, ou parce que... Et ça, c'est humain, c'est vieux comme le monde, et ça durera autant que le monde. La nature humaine est faite comme ça. La première pierre des Arcs 1600, je crois, je ne peux pas vous donner de date précise, parce que il me semble que c'est 62 ou 63. La construction a été réalisée en 63, c'est ce qui me semble le plus près de la réalité, à Noël 63. Et oui, il me semble que M. Martin ait assisté à l'inauguration. Et la liaison avec les Arcs était à l'époque difficile, parce que nous voulions, c'était pas le tout d'emprunter de l'argent, la commune de Bourg-Saint-Maurice a emprunté des grosses sommes pour faire la route, pour les desservir, mais elle voulait aussi que les gens de Bourg-Saint-Maurice puissent profiter, les hôteliers, les gens qui vivaient du tourisme, puissent profiter de l'expansion de la station. Et alors ça a aussi posé certains problèmes, parce que quand il a fallu construire le télésiège donc de Bourg-Saint-Maurice à 1600, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, mais pas pour le principe lui-même. Mais soit pas. Alors il y a d'abord eu l'évaluation des domaines qui était toujours un petit peu sous-estimée, et je vous en ai donné les raisons. Et le fait que d'autres personnes après tout, disaient le conseil actuel, c'est pas mon copain, attendons qu'il y ait un nouveau maire. Alors la route qui monte à 1600 est une création totalement récente. Et l'ingénieur des ponts qui en a fait l'étude s'appelait M. Carrier. Et vous pourrez remarquer que le tracé est très bien fait, dans ce sens que vous partez de la centrale de Malgovert jusque le premier virage est là-bas, au-dessus de Villegondon. Il y a moins de lacets que dans certaines routes de station, que je ne nommerai pas d'ailleurs, mais où les lacets se succèdent à un rythme insensé. Et alors donc, M. Carrier a fait un très bon tracé, mais il fallait le réaliser. Et ça, la commune de Bourg a fait le maximum pour pouvoir réaliser la route qu'elle a payée. Bon, on a eu des subventions. Grâce à M. Godinot avait dans son environnement un monsieur qui était très dévoué, très honnête et très sympathique, qui s'appelait M. Mangin, qui n'était autre que le fils du général Mangin, mais qui était un homme d'une très grande probité que j'ai beaucoup estimé et qui nous a apporté, comme il avait été plus ou moins dans les services gouvernementaux comme salarié, il était haut fonctionnaire. Quand il a quitté l'armée, il a emboîté le pas dans l'administration publique, et il nous a rendu de très très grands services. Nous avions quelqu'un qui nous a rendu de très très grands services pour ses interventions politiques, c'est M. Joseph Fontanet. Fontanet a donné vraiment un très grand appui pour la construction de la route que nous avons dû faire. Parce que c'est évident que l'ancienne route était un chemin forestier, quoi. Alors ça, vous n'auriez pas pu faire monter des camions, des cars, ou tout juste si vous pouviez faire croiser deux voitures de tourisme. Une liaison rapide entre la station et Bourg a germé dans les esprits pour faciliter, pour développer le tourisme à Bourg-Saint-Maurice, dans les hôtels, dans les locations meublées. Et il fallait une liaison rapide, parce que les gens ne peuvent pas habiter à Bourg-Saint-Maurice et puis faire 3/4 d'heure de transport, c'est gênant. Alors l'idée du téléphérique a germé, et le conseil municipal de l'époque, et même et là, M. Guémard Marcel, qui était
prof au collège de Bourg, a joué un très grand rôle. Il a beaucoup aidé, beaucoup collaboré. Et donc le téléphérique a été construit. Alors c'est bête. Il me semble que le projet a été lancé en 62-63 et réalisé alors que M. Guémard était maire. Robert Blanc, je pense que sans Robert Blanc, M. Godino n'aurait pas créé la station et peut-être que d'autres n'y seraient pas venus non plus, donc les arcs n'existeraient pas. Alors, origine Robert Blanc, et pour réaliser quelque chose, il faut un bâtisseur. Donc, Robert Blanc a jeté la semence qui a poussé dans l'esprit de M. Godino, qui a pensé que c'était réalisable, qui était jeune polytechnicien, et qui a foncé là-dedans. Alors, et puis alors, nous avons eu la chance que ce soit M. Godino, qui s'est entouré donc de collaborateurs efficaces, comme je n'en citerai qu'un, M. Mangin, mais il y en avait d'autres, bien sûr, mais M. Mangin, qui était d'une intégrité irréprochable, M. Godino également. Donc, M. Godino, qui lui, développait les relations internationales, nationales, mais les relations influentes et commerciales, par ses relations personnelles. Et alors, il a trouvé sur Bourg-Saint-Maurice des collaborateurs qui adhéraient à son projet, qui ont fait tout pour l'aider. Et voilà comment les arcs se sont lancés. Alors, le semeur qui a jeté la graine, Robert Blanc, l'agriculteur qui l'a fait pousser, Roger Godino, et les gens qui ont collaboré, les paysans qui ont fait développer la plante, dont j'ai été du nombre. Une entreprise de cette importance ne se gère pas sur un laps de temps très court, une semaine, un mois, un an. Donc, une fois que c'est parti, même découragé, est obligé de continuer. Mais il est évident qu'il y a des moments où ça devenait pénible. Dans ce sens qu'il y avait ceux qui étaient contents que la station se réalise parce que ça restimulait, ça remettait l'économie communale en route. Et je crois que oui. Par contre, il n'aurait pas fallu que ça déborde la commune, parce que les communes voisines voyaient une concurrence. Et je suis sûr que les communes voisines n'auraient pas apprécié que le maire de Bourg vienne leur donner des idées. Il aurait dit, tu nous as fiché un concurrent dans les pattes, subissant les conséquences. Mais ça, c'est humain. Donc, il y a des administrations qui sont là, la gendarmerie, le collège. Ensuite, et en plus, le 7e BCA est là, et ça, j'ai assisté, M. Martin en est la cause, j'étais donc son proche collaborateur, et je peux certifier que nous lui devons un peu que le 7e BCA est venu là. C'est parce qu'il était convoité par deux sites, Bourg-Saint-Maurice et Albertville. Et nous avons remporté le morceau par nos relations avec un certain général dont je ne donnerai pas le nom, et un colonel qui maintenant est général à Grenoble. Eh bien, ça donne une certaine importance, notamment au point de vue du commerce. Les commerçants du coin, ça a fait un apport au monde. Alors, ça nous donnait économiquement un avantage. Et puis, la deuxième chose qui n'est pas négligeable, le chemin de fer terminus. Alors, ça amène le monde à Bourg. Donc, pour les stations voisines, il faut venir les chercher, les clients. Ça fait une animation. Et pour nous-mêmes, beaucoup de gens se disent, bon, Bourg, c'est bien, on va en chemin de fer jusqu'au bout. Avec un taxi, on va à la porte de l'hôtel.
Vous savez, dans la vie d'un être humain, la fierté, c'est une tendance que nous avons tous. C'est gros comme un petit pois et tout le monde l'a en lui. Il y en a qui le développent exagérément. Je ne citerai pas de nom à Bourg-Saint-Maurice, mais vous prendriez par exemple Hitler, Staline, Pol Pot. Ces gens-là l'ont développé exagérément, même en faisant des horreurs. Vous n'avez qu'à prendre monsieur Fidel Castro à Cuba. Vous voyez, il considère qu'il est le meilleur du monde, et les Cubains n'auront pas d'autre dirigeant tant qu'il sera vivant. Entre parenthèses, c'est la nature humaine qui est comme ça. Mais en ce qui me concerne, je pense que le fait d'être chef de canton nous a permis d'avoir le collège et par la suite le lycée. C'est une bonne chose. Nous avions un projet, j'ai encore le dossier d'ailleurs, je pourrais vous le faire voir si vous voulez, de créer un lycée climatique, c'est-à-dire pour la formation des moniteurs, des sportifs, des gens qui sont mordus par le ski. Il est difficile d'envoyer quelqu'un à Chambéry ou à Albertville qui veut se destiner au sport d'hiver, faire ses études, parce qu'il fera du ski une fois par mois ou 2 fois, alors que là, on aurait pu les faire vivre en symbiose. J'en ai parlé à Maurice Herzog, avec qui que je connais tout petit peu, puisqu'il a séjourné chez mes parents. Mais le problème c'est que lui, il avait un projet aussi de lycée climatique dans les Pyrénées. Je ne me souviens plus du nom du pays. Alors évidemment, si vous demandez à quelqu'un de vous aider pour faire un projet qui correspond exactement au sien, c'est gênant. Il va favoriser le sien plutôt que le vôtre. Alors il y a eu ça. Il y a eu que peut-être les municipalités suivantes n'ont pas retenu le projet comme intéressant. Ça, je ne discute pas. Ils ont peut-être d'ailleurs eu raison, je ne sais pas. Et ça n'a pas abouti. Mais ça m'aurait fait plaisir que Bourg-Saint-Maurice ait son lycée climatique. Mais national. Un lycée où seraient venus faire leurs études des Parisiens, des Lillois, des Strasbourgeois, des Brestois. Vous voyez, ça n'a pas pu aboutir. Bon, je le regrette, mais mon Dieu, il n'y a pas que ça qui est nécessaire à la vie des hommes. Hein. Je pense que l'humanité est comme une plante. Elle grandit. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas demain. Les gens verront les choses à une autre dimension. Et moi, je pense, vous voyez, par exemple, pour vous donner une toute petite comparaison, je vous citais au début de votre interview le nombre de voitures à Bourg-Saint-Maurice. Après la guerre, il y avait une vingtaine de voitures, même pas, parce que les Allemands avaient commencé à en réquisitionner, la résistance avait continué, et puis ainsi de suite. Si bien que des voitures, il y avait les médecins, quand vous alliez pour acheter une voiture après la guerre, donc après 1945, le délai, c'est ahurissant, quand je dis ça à mes enfants, ils en doutent un peu, était de 3 ans. Quand j'ai voulu acheter une traction avant Citroën, moi, débutant dans les assurances, je descendais jusqu'à Moutier en vélo. Et le premier véhicule que j'ai eu, c'est une moto, et après, la première voiture que j'ai eue, c'était une Peugeot 201 de 1935. Et quand j'étais très bien ami avec M. Hayet Aristide, qui était le père de Gabriel que nous connaissons tous, quand j'ai été lui demander si je pouvais acheter une traction avant Citroën, il était très content de pouvoir vendre une voiture. Il me vend tous les avantages de la traction. Il savait qu'il ouvrait une porte entrebâillée. J'étais déjà désireux de ce modèle. Et après, je lui dis, quand est-ce que je pourrais l'avoir? Moi, je m'attendais à ce qu'il me dise 6 mois, 7 mois. Alors, il me dit, tu sais, il y a priorité pour ceux qui ont été réquisitionnés. Alors, je lui dis, les Allemands, la résistance, et ainsi de suite. Puis, il y a ceux pour qui c'est un véhicule, un outil de travail, les médecins,
le représentant de commerce. Et puis, alors quand vous avez satisfait toutes ces priorités, ben vous arrivez tout de suite après. Tout de suite après, c'est 3 ans. Voilà. Alors imaginez que vous, aujourd'hui, vous voyez, nous avons vécu dans des conditions qui ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, et vos successeurs, dans 20 ans, dans 30 ans, auront des conditions qui ne sont pas les mêmes que les vôtres aujourd'hui. C'est parce que l'humanité est en marche, l'humanité est comparable à une plante, est comparable à elle se développe, elle grandit, elle change. Et j'irai jusqu'à dire que ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas demain. Je ne parle pas des philosophies, je ne parle pas des... ça c'est autre chose, mais l'homme s'instruit, l'homme se développe, l'être humain grandit en sagesse, et ça c'est la vie. Nos ancêtres, les Gaulois, vivaient pas comme aujourd'hui, les hommes des cavernes ne vivaient pas comme aujourd'hui. Et notre ancêtre Socrate avait raison. Il disait, tu peux apprendre tous les jours, mourir à 100 ans, quand tu mourras, tu ne sauras pas grand-chose. C'est une école de modestie. Moi, je considère que tout homme a une part de vérité et une part d'erreur. C'est inévitable. C'est comme ça. L'homme n'est pas parfait. Tout individu n'est pas parfait. Et l'homme qui est convaincu qu'il est parfait, ça fait Hitler, ça fait Staline, ça fait Pol Pot, ça fait Mao Tse-tung, ça fait mon copain de Cuba. Là. Non, c'est compliqué, c'est très compliqué. Je crois que c'était le père Lacordaire qui disait « Ne juge jamais les hommes ». Et il avait raison. Coluche disait, il ne voyait pas des choses comme je vous les ai exposées tout à l'heure, mais c'est très proche parce que c'est un garçon qui n'était pas idiot, il était même intelligent. Coluche disait, dans le système monarchique, il n'y a qu'un type qui fouille dans la poubelle. Dans le système démocratique, tout le monde fouille dans la poubelle. C'est la seule différence qu'il y a. Alors, puis je ferme la parenthèse. Mais cette petite plaisanterie est amusante d'ailleurs, parce que Coluche avait de bonnes... elle n'est pas fausse. Elle n'est pas fausse parce que tu me dis, il est bon que les élus prennent l'avis de la population. Je dis ça, c'est le côté démocratique. C'est très bon. Mais dans certains domaines, comme par exemple, je reviens à la station des Arcs, dans certains domaines, si on avait tenu compte à certains moments, pas toujours, à certains moments, on n'aurait pas fait la station. On aurait dit, ben bon, il ne faut pas... Les alpages ont leur raison d'être, la maîtrise foncière a sa raison d'être, donc autant laisser le terrain à qui il appartient, autant que les gens puissent le vendre ou l'acheter comme bon leur semble, mais il n'est pas normal de s'introduire dans la... Alors, pour les élus, c'est pas simple. Il faut d'abord que la question posée ait un fondement important. Là, c'était faire une station, c'était créer des emplois, c'était développer une économie. À mon sens, je dis bien à mon sens, c'était une bonne chose. Mais est-ce que ceux qui avaient un avis contraire n'avaient pas aussi des raisons? Le monde est très compliqué et il faut, à mon sens, c'est très important, avoir la sagesse de tenir compte des avis des personnes. Alors, quand on a des responsabilités communales, que tu sois conseiller municipal ou maire, en passant par les adjoints ou les présidents de commission, il faut des moments tranchés, voir ce qui est dans l'intérêt général. Par exemple, tu élargis une route, tu crées des parcs, des places de stationnement, tu travailles dans l'intérêt général, parce qu'il y a beaucoup de voitures. Bon, il y a des questions plus
plus délicate, qui n'est pas aussi simple que la question des stationnements de voitures. Et le rôle de l'élu, le rôle des gens responsables, qu'ils soient conseillers municipaux ou maires, c'est de savoir analyser, de savoir voir où est la majorité des intérêts généraux. Si c'est pour créer des places de stationnement, je prends cet exemple-là banal, mais qui est très important aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de voitures en circulation. Il y en a plus de 14, comme je te le disais tout à l'heure. Donc, c'est très important. Mais quand c'est quelque chose de, par exemple, je ne sais pas, déplacement d'une ligne de chemin de fer, si on voulait continuer la ligne de chemin de fer de Bourg en Italie, le projet a existé. Il n'a pas pu aboutir parce que la guerre de 14 est arrivée. Mais sinon, le train aurait continué en Italie. À l'époque, c'était le chemin de fer, on développait le chemin de fer comme maintenant on développe la téléphonie mobile. Je vais vous raconter une petite anecdote. En 1960 ou 62, M. Frappaz, qui était maire de C, conseiller général, avait fait mettre une cabine publique parce que faut préciser que quand le téléphone a démarré, il n'y a pas de téléphone dans les villages, il n'y a pas de téléphone chez les gens. Donc pour développer la sécurité, ils ont créé les postes publics, les postes publics de téléphone. Alors ils prenaient dans un village, il y en avait à La Tuile, à Vulmix, au Poiset, au Châtelard, au Chine, dans tous les coins, Montrigon. Il y avait une cabine publique. Alors il fallait trouver une personne qui acceptait qu'on lui installe le téléphone chez lui. Elle avait comme avantage la commodité d'avoir le téléphone chez elle, dont elle payait même les communications. Donc M. Frappaz, qui était maire de C et et conseiller général du canton, avait fait installer une cabine publique là-haut. Et la redevance, l'abonnement au PTT était payé par la commune de C, et les communications étaient payées par le demandeur. Mais le nombre des communications était tel que 2 ans après, les PTT ont dit au maire de C, au conseiller général, « Monsieur, on ne peut plus continuer là-haut, parce que tous les ans, il y a des poteaux téléphoniques, c'était des poteaux au bois avec les fils. Tous les ans, on a une dizaine de poteaux à remplacer parce que la neige nous les casse. Et en même temps, ça casse les fils, on perd certains hectomètres de fils. Donc, nous, on ne peut plus. Alors, il faut que quelqu'un prenne l'entretien à sa charge. Alors, le maire, donc, M. Verba, dit, bon, bah, écoutez, la commune paiera ça. On ne va pas supprimer le téléphone là-haut, il y a de la sécurité, quelqu'un se casserait une jambe en montagne, une voiture aurait un accident un peu grave, aller prévenir le bourg, c'est trop long, là c'est du confort. Donc il a pris, au bout de 2 ans, devant la dépense qui était importante, et il réunit tous les maires du canton, de Bourg, et il leur dit, écoutez, la dépense devient trop lourde, moi je peux pas, la commune ne peut pas supporter ça toute seule. Si le canton prend ça en charge, chaque commune au nombre d'habitants, ça va, sinon moi je peux plus. Alors tout le monde d'accord, sauf Tignes et Val, qui disaient, ah mais nous on a le col de l'Iseran, on a ci, on a non, nous, ça, le petit Saint-Bernard, c'est le bas de la vallée, c'est pas nous. Alors il y a eu toutes les autres communes, et il y en avait à l'époque 6, puisqu'il y avait 8 communes dans le canton de Bourg. Maintenant, il y en a une de moins, puisque Hauteville n'existe plus comme elle. Les gens, ils existent toujours, heureusement pour eux d'ailleurs. Alors, il fallait cracher au bassinet, et on payait à la tête d'habitants. Maintenant, vous avez la téléphonie mobile. C'est merveilleux. Donc, il n'y a plus d'abonnement public, de poste public au petit Saint-Bernard. Il n'y en a plus non plus dans les villages. C'est fini l'abonnement public. Les gens, ils ont le téléphone chez eux maintenant. Vous voyez que là, je rejoins ce que je vous disais tout à l'heure, l'évolution de la société. La téléphonie mobile, c'est merveilleux, à mon sens. Peut-être qu'il y en a qui vous diront, c'est emmerdant. Les jeunes enfants veulent leur appareil, ça finit par vous créer une dépense énorme.
Vous voyez, là aussi, rien n'est parfait dans notre bas monde. Hein. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. L'effort. Hein. Quand on voit ces beaux murs en maçonnerie qui sont toujours en excellent état, tel que le fort du truc, monter les pierres là-haut, faire les murs et tout. Regardez ce que ça a coûté. Je vais vous prendre un parallèle. La ligne Maginot, vous ne savez pas combien elle a coûté, on ne nous l'a jamais dit. Mais j'ai eu des milliers de millions de l'époque. Et puis vous demandiez de faire... Alors ça commence à m'énerver. Vous demandez pour construire une école, on vous dit on ne peut pas parce qu'il n'y a pas assez d'élèves. Vous demandez pour entretenir une maternité, on vous dit oh, c'est la limite des accouchements, il faudrait fermer l'hôpital, maintenant on peut aller à Albertville, les moyens de transport. Oh, ça me révolte. Alors que pour faire d'efforts, non, on avait les capitaux. Mais pour ça, non, et ça continue. Y compris à notre époque. Le général de Gaulle, il a construit le Clémenceau, qui nous coûte une fortune maintenant pour le foot à la ferraille. Rien que on l'avait emmené en Inde, et puis rien que pour le ramener des Indes, ça a coûté plus d'1 million d'euros. Mais par contre, si vous demandez 500 000 euros pour la clinique, pour l'hôpital de Bourg, on n'a pas de crédit. Si vous demandez une certaine somme pour faire sécuriser une route très fréquentée, vous savez, faut qu'on voit, pas de crédit. Et ça a toujours été vrai, et ça l'est encore, et ça le sera encore. Il faut tenir compte de la bêtise des hommes, la bêtise humaine, la faiblesse des hommes. Vous voyez, quelque chose que je regrette beaucoup, c'est le lycée climatique, dont j'ai été presque à l'origine, pas tout à fait, parce que à qui je rends très grand hommage, c'est M. Pance, qui était l'ancien architecte, qui est décédé maintenant. Et c'est pour vous montrer l'état d'esprit que nous avions, parce que moi je suis catholique, lui était protestant. Et on s'entendait, mais comme ça. Moi j'estimais le père Pance comme un frère. Et c'était réciproque. Moi je lui demandais n'importe quoi, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Je disais, M. Pance, j'ai tel ou tel problème. Pas de problème, moi voir. Vous voyez, c'est... Par exemple, il y a le docteur Schlehoff, là-bas. Moi, c'est un type... Il est protestant, moi je suis catholique. J'ai une considération comme pour mon frère. Nous sommes maintenant en train de parler, en train j'allais dire de pas de plaisanter, de parler sérieusement. Je recevrai un coup de téléphone en me disant, voilà, il n'y a qu'un médicament qui pourrait le sauver, et il paraît qu'on ne le trouve qu'à Bourg. Moi, je vous dis, messieurs, au revoir, je prends ma voiture et je vais à Altensteig lui porter le médicament. C'est un homme pour qui j'ai une profonde estime. On a eu pendant notre mandat donc le jumelage avec Altensteig, qui a été, à mon sens, une très bonne chose. Parce que la majorité et les deux personnes qui sont à l'origine, tout à fait l'origine, c'est le groupe folklorique Les Frontières qui est allé en Forêt-Noire pour un déplacement, une réunion que j'ignore également. Et là, Marcel Guémard avait fait la connaissance de personnes qui étaient désireuses de faire des jumelages, qui poussaient on pourrait dire qu'il poussait à la consommation. Et ce monsieur s'appelait monsieur Ménudier. Et, toute petite parenthèse, c'est même pas la peine d'enregistrer, ce monsieur Ménudier est un homme extrêmement important. Il enseigne à l'école, dans les grandes universités à Paris, à Strasbourg, il enseigne à Stuttgart, il donne des cours d'histoire et de géographie. Si je vous disais l'origine de ce monsieur. Et ce monsieur-là, qui s'appelle Ménudier, Pierre Ménudier, que je considère comme un type vraiment de très haut niveau, favorisait les jumelages. Et pour le groupe folklorique, Marcel Guémard l'avait donc invité à Bourg. Et puisque j'étais maire, j'avais été invité à si c'est même moi qui les avais invités, Guémard, en tant que responsable du groupe folklorique, et Ménudier, qui était
Je les avais invités à déjeuner. Et au cours du repas, on s'est vraiment senti des atomes crochus entre Minaudier et moi. Et Guémard aussi, bien sûr. Guémard, j'ai une profonde estime pour Guémard, qui était un homme très, très intègre. J'en dirais pas autant de certains autres conseillers, mon Dieu, ça, qui étaient humains, qui étaient des êtres humains comme moi, qui avaient beaucoup de défauts comme moi. Donc, l'accord n'a pas été aussi parfait. Mais Guémard était un homme très, très dévoué et intègre. Et alors, M. Minaudier, qui lui poussait à la consommation, dit, si vous voulez faire un jumelage, alors là, c'est tombé dans un terrain extrêmement favorable. Il dit, bien sûr. Et quand il nous a invités en Allemagne à une réunion au château de... Enfin, il nous a invités à une réunion qui n'était pas à Altensteg, et il nous a fait inviter par le député du Bade-Württemberg au château de Beggendorf. Et ce monsieur, qui était député également, qui avait souffert pendant la guerre martyre, qui avait fui l'Allemagne pour échapper aux chambres à gaz, et qui était très sensible au rapprochement des peuples. Alors, en parlant de ça à Guémard et à moi, c'était le terrain favorable. Alors, on a foncé là derrière, et on lui a dit, Bourg-Saint-Maurice, on est très favorable à un jumelage avec une ville de la Forêt-Noire. Pour deux raisons, parce que c'était pas trop loin d'ici, entre parenthèses, parce que si vous prenez Potsdam, par exemple, c'était, les kilomètres en plus. Parce que chez eux, le système n'est pas le même que chez nous. Le maire est semi-fonctionnaire, oui, et le conseil municipal se réunit, et il élit un maire qui est candidat fonctionnaire en quelque sorte. Parce que le maire a des émoluments, mais il ne fait que ça. Il ne fait pas autre chose. C'est une profession d'être maire. Alors il a fallu qu'ils élisent le maire, enfin tout le bazar, vous connaissez l'administration. Et après, on a donc eu en face de nous M. Rommel. Et alors là, des petites anecdotes que je ne peux même pas vous raconter, mais enfin. Et il est venu en touriste, il est venu se balader, il est venu faire du ski, il est très sportif. Et il a fait la connaissance d'une jeune fille qui était la fille de M. Convat, qui était un garçon très sympathique, qui tenait le bureau de tabac que tient maintenant mon fils dans la rue. Et donc, Mme Marie-Thérèse Rommel est originaire de Bourg-Saint-Maurice. Alors, je le disais en plaisantant à M. Rommel, je dis, lui, quand il s'est marié, pour que le jumelage soit complet, quand il s'est marié avec une Française. Comme moi, j'étais marié, je ne pouvais pas me marier deux fois. Alors, j'ai acheté une voiture allemande. En fait, tout ça pour vous dire, je suis très, très favorable. Et mon projet aurait été de faire un jumelage avec des gens de Russie. Mais il y a des handicaps énormes, la langue. Et puis alors, deuxième difficulté, c'est que les Français auraient pu aller en Russie, mais les Russes n'auraient pas pu venir en France. Le peuple, il est... Parce que le jumelage, il faut que le peuple y participe. Si une maire vient en grande pompe, c'est pas un jumelage. Alors voilà, j'en avais préparé un avec l'Italie. J'avais demandé à l'époque à un de mes bons amis valdotin, là, et on aurait fait un jumelage avec... une ville, il ne fallait pas faire un jumelage avec une ville vallée d'Ost. Il fallait une variété d'économies, il fallait une distance un petit peu... Et une commune, le nom m'échappe, il m'avait donné le nom d'une commune, ce copain valdotin, là. Je vais expliquer, parce qu'on a les mêmes sentiments, et on fait tous les deux partie du Rotary. Alors c'était ça, j'ai de bons copains en vallée d'Ost, tout ça. Et quand j'ai vu ce monsieur sur la commune, à côté de... c'est une ville qui est très connue pour son marbre. Ils ont un marbre, Carrare. Et bien à côté, il y a une petite commune de 7-8 000 habitants, ou 10 000, je ne sais plus. Et le maire était d'accord, il me dit, oui, ça m'intéresse. Puis après, j'ai quitté la mairie, ça n'a pas abouti. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a cassé sa pipe, ou j'en sais rien.
Enfin voilà, c'était presque un défaut pour moi, c'était le rapprochement des peuples. Alors j'ai quitté la mairie, la fin de mon mandat était en 1971, au mois de mars, je crois, je ne suis pas très sûr. Et alors j'ai consacré mon temps, et d'abord à ma famille, bien sûr, parce que les enfants grandissaient et les problèmes d'éducation, les problèmes continuaient à se poser et s'accentuaient. Et puis après, j'ai continué aussi mon travail, ma profession, jusqu'à mon départ à la retraite en 1992. Et pendant mon mandat, une chose qui m'a beaucoup intéressé et qui va vous faire rire, j'étais presque le principal défenseur, pour ne pas dire le principal, j'étais même tout seul, de l'installation de l'électricité à Versoix, qui était le pays de mes ancêtres, qui n'avait pas l'électricité. Alors j'étais aux Eulets, c'est-à-dire les maisons qui sont au sud de Montrégan, non pas au sud, au nord, qui sont à côté de la centrale et qui n'avaient pas l'électricité. Alors j'ai demandé alors EDF avait construit, car il ne l'aurait jamais fait seulement pour Versoix, EDF avait construit une ligne électrique pour alimenter un chantier à eux, un chantier EDF, à Beaupré, au-dessus de Versoix. Et quand le chantier a été fini, ben, il s'agissait, et la ligne était sans objet. Donc on l'a acheté, là j'étais presque le seul à proposer ça, on a acheté la ligne, et on a mis l'électricité à tout le versant de Versoix, qui ne l'avait pas. Et on l'a mis aux Eulets, qui était à côté de la centrale, et qui n'avait pas d'électricité. Ça, je suis pratiquement le seul à proposer ça. Et ceux qui étaient contre, je me rappelle toujours, ceux qui étaient contre, parce que il y a 3 habitants. Et je me rappelle toujours, un des conseillers dit, donnons-leur une subvention pour